Bonjour, bienvenue pour le deuxième épisode de cette série où on analyse tous les groupes de la Coupe du Monde 2026 en espérant qu'on parvienne à finir la série avant le coup de sifflet final de la Coupe du Monde. Maintenant je me dis bon, c'est pas très grave si jamais je finis un peu pendant la J1. Le principal c'est que chaque groupe tombe avant le match d'ouverture du groupe. Voilà, si par exemple le groupe K et le groupe L je l'ai fait alors qu'on a déjà commencé quelques matchs de la Coupe du Monde mais qu'on n'a pas encore commencé les matchs du groupe K et du groupe L, je me dis c'est pas très très grave. Aujourd'hui nous sommes le deuxième épisode et donc on va parler du groupe B. Un groupe qui est ma foi très très intéressant puisque c'est un groupe, on va pas se mentir, qui ressemble pas trop à un groupe de Coupe du Monde. Si il y a 10 ans, 12 ans, on vous avait dit il y aura un groupe de Coupe du Monde Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse, je sais pas comment vous auriez réagi, mais c'est un peu surprenant sur le papier. Sachant en plus là que le pot 1 c'est le Canada, que le pot 2 c'est la Suisse, que le pot 3 c'est le Qatar. Le Qatar n'est pas pot 4 et que la Bosnie est pot 4 puisque la Bosnie s'est qualifiée via les barrages de l'UEFA, donc fait partie des dernières équipes à s'être qualifiées. Donc sur le papier c'est très faible. Est-ce que dans les faits c'est faible? Et donc là on va prendre nos mesures de classement objectives qui sont, je le rappelle, mon power ranking. À la fin de chaque vidéo, on va établir un power ranking global de toutes les équipes, des 48 équipes. Donc je prends ce power ranking, je fais des moyennes et je regarde un peu quels sont les groupes que j'ai le mieux coté dans ce power ranking. Mais également, pour ne pas avoir seulement cette mesure qui en réalité est subjective, j'ai également été voir les classements FIFA qui sont pas hyper objectifs non plus, qui sont assez subjectifs. Il a plein de failles ce classement FIFA. Et les valeurs Transfermarkt qui, là encore, ne sont pas 100% objectives, ont plusieurs failles, notamment des nationalités qui ont tendance à être sous-cotées, d'autres qui ont tendance à être sur-cotées. Mais en alliant ces trois mesures qui sont à L3 subjectives, mais de sources différentes, j'essaye d'établir un classement à peu près objectif du niveau de difficulté de chaque groupe. Et donc c'est simple, pour le groupe B, les apparences ne sont pas trompeuses, puisque dans mon power ranking, ils sont 11e sur 12. Est-ce que vous êtes capable de connaître, est-ce que vous avez le 12e? Est-ce que vous avez le 12e? Regardez bien dans les groupes, dans les 12 groupes, et je pense que vous pouvez avoir le 12e. Ils sont au niveau du classement FIFA 10e sur 12, sauf qu'ils sont 10e égalité avec les deux derniers. Donc en fait, la 10e place, c'est la dernière selon le classement FIFA. Et en termes de valeur marchande, ils sont 11e sur 12, sachant qu'ils sont à égalité, encore une fois, avec un autre groupe, ce qui fait qu'ils sont, encore une fois, derniers de ce classement sur les valeurs marchandes. Et au total, quand je combine tous ces éléments, quand je combine tous ces classements, il s'agit effectivement du 12e groupe sur 12 en termes de difficulté. C'est le groupe le plus faible sur le papier de la Coupe du Monde. Et bon, c'est pas très étonnant parce que le Canada c'est leur 3e Coupe du Monde, la Bosnie c'est leur 2e Coupe du Monde, le Qatar c'est leur 2e Coupe du Monde. La Suisse en a fait plus. Heureusement la Suisse en a fait plus. Meilleure performance du Canada, phase de groupe. Meilleure performance de la Bosnie, phase de groupe. Meilleure performance du Qatar, phase de groupe. Il n'y a que la Suisse dans ce groupe qui est déjà sortie des groupes. Ce qui veut dire qu'on aura au moins une équipe dans le groupe B qui va sortir pour la première fois de son histoire de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Et donc ouais, dans le classement combiné, dans le classement objectif, ils sont 12e avec une place moyenne de 10,66. Voilà, c'est le pire groupe de la Coupe du Monde selon toutes ces mesures qui sont encore une fois subjectives. Moi, à titre personnel, voilà, dans mon power ranking, purement personnellement, ils sont avant-derniers parce qu'il y a un groupe que j'estime être encore pire que celui-là. Surtout que il y a quand même, je trouve que globalement, on est sur 4 équipes qui sont assez sous-cotées.
C'est un peu pour ça aussi que dans mon power ranking, ils les évaluent un peu. Après, sous-côté, maintenant, attention, c'est pas non plus des équipes... voilà. Mais globalement, c'est sur ça que je suis parti. Dans mon power ranking. C'est également un groupe d'un pays hôte, le Canada. C'est un groupe qui va se jouer principalement sur la côte sur la côte ouest. Donc beaucoup au Canada, forcément, Toronto, Vancouver. Donc ça, c'est les matchs du Canada vont se jouer au Canada. Et ensuite, on va soit en Californie, à Santa Clara et à Inglewood, soit on va à Seattle. Donc Seattle, c'est, alors pour ceux qui sont nuls en géographie, c'est dans l'état du Washington, qui est l'état qui est frontalier avec le Canada, dans le coin un petit peu... dans le coin ouest du continent nord-américain. Du coup, Toronto, c'est le seul, stade à l'est, pardon, voilà, c'est compliqué, ouest et est. C'est le premier stade à l'est, c'est le seul stade à l'est qui va accueillir ce groupe. Sinon, on va être à l'extrême ouest de cette compétition et beaucoup au nord. Voilà, beaucoup au nord, Vancouver, Seattle. Donc ça va être assez intéressant. On est également sur des... Alors les horaires, voilà, je suis toujours pas au point sur mes UTC. Même si UTC-4, normalement c'est par rapport au méridien de Greenwich. Donc quand il est 15h là-bas, j'imagine qu'il doit être... je pense... 11h à Londres, et donc certainement midi chez nous, ou alors ça fait 10h chez nous quand c'est 11h à Londres, je sais plus. Mais enfin bref. Voilà, UTC-7, 3, 12 PM. Oui, voilà, déjà on n'est même pas sur le même fuseau horaire. C'est un groupe qui va jouer sur 2 fuseaux horaires. Comme voilà, je pense qu'on a dit globalement tout ce qu'il y a à dire sur le groupe en lui-même. Sur les valeurs marchandes du groupe, on remarque quand même beaucoup de rouge. Grande surreprésentation des Suisses. On a une valeur marchande à 40 millions d'euros et c'est un gardien de but, c'est Gregor Kobel, le gardien suisse. C'est pas foufou, c'est pas énorme. C'est encore une fois, on a un groupe qui est assez bas en termes de valeur marchande. Donc à la deuxième place, on a un Canadien, mais pour avoir un deuxième Canadien, il faut aller à la 9e place avec Ismaël Koné. Beaucoup de Suisses du coup dans le top 10. On a 2 Bosniaques quand même. On va parler de ces 2 mecs, Demirovic et Muharemovic. Et il faut descendre jusqu'à la 24e place pour trouver le premier joueur qatari, Akram Afif. C'est pas une surprise que ce soit lui, encore une fois, on va en parler. Tout ça pour dire que c'est un groupe qui est un peu moins homogène que le groupe A qu'on avait vu précédemment. C'est un groupe où on a quand même un net favori si on regarde les valeurs Transfermarkt, c'est la Suisse. Et en réalité, si on regarde également les participations à la Coupe du Monde, 13 participations, si on regarde le classement FIFA, 17ème, si on regarde les meilleures performances, quart de finaliste, la Suisse paraît large favorite du groupe. Le Canada et la Bosnie, ça a l'air de se jouer, et le Qatar est net outsider, net underdog du groupe. On va parler du Qatar, on va parler du Canada, on va parler de la Bosnie, on va parler de la Suisse. Et voilà, c'est tout. Est-ce que vous allez regarder un match de ce groupe? Si vous êtes suisse, on sait jamais si la vidéo perce. Peut-être qu'il y a des Suisses qui vont tomber dessus, des francophones. Donc, si vous êtes suisse, j'imagine que vous allez regarder ce groupe. Si vous n'êtes pas suisse, ou pas canadien d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y a un groupe avec 2 pays francophones. En tout cas, 2 pays en partie francophones. Mais bon, à part les Canadiens et les Suisses, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse communauté francophone qui va regarder ce groupe. Hein. Il donne pas très envie. Moi, personnellement, je vais les regarder. Mais voilà. Commençons l'analyse de chacune de ces équipes avec le Canada. Le Canada, donc je rappelle la manière de procéder. On identifie des points forts, on identifie des points faibles, on identifie un joueur clé, c'est le joueur. Il faut qu'il fasse un bon mondial pour que l'équipe fasse le meilleur mondial possible. Et un joueur à suivre, un joueur qui est souvent méconnu ou alors qui arrive dans une position très intéressante au mondial, qu'il faut surveiller.
qui peut être assez hypant, assez intéressant. Et s'il fait une bonne Coupe du Monde, ça peut être un nom qui va compter dans les années qui vont suivre, qui pourrait être repéré par un gros club, ou alors tout simplement un joueur qui constitue une petite curiosité pour ce mondial. Le Canada, c'est très intéressant là où on est le Canada aujourd'hui, parce que petite historique du Canada à la Coupe du Monde, ça va aller très vite. Hein. Comme on a dit, il n'y a que 3 participations. Alors donc là, on a l'effectif sous les yeux, mais on va essayer. Alors, excusez-moi quelques instants. En rose, voilà, ils sont là. 56e. Le premier mondial de leur histoire, c'est en 1986. Et le deuxième mondial de leur histoire, c'est il y a 4 ans, c'est en 2022. Tout simplement, ils ont fini même l'une des pires équipes du tournoi, 31e. Ils étaient dans un groupe très difficile avec la Croatie, le Maroc, donc quand même 2 futurs demi-finalistes, et la Belgique. Donc bon, c'est pas non plus... ils n'ont pas été non plus ridicules, je trouve, en groupe, mais ils ont quand même perdu tous leurs matchs à la fin, ce qui a pesé lourd au classement final. Et cette année, ils n'ont pas eu besoin de se qualifier, ils sont pays hôtes. Je pense qu'ils se seraient qualifiés malgré tout, parce que c'est tout simplement la meilleure équipe du Canada de l'histoire. Voilà, là on pèse nos mots, mais c'est la meilleure équipe de l'histoire du Canada. Maintenant, est-ce que la meilleure équipe de l'histoire du Canada, c'est une équipe qui est capable d'aller gagner la Coupe du Monde ? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, mais on est clairement sur la meilleure équipe de l'histoire du Canada. Déjà, puisque habituellement on a une équipe qui, même en CONCACAF, en Amérique du Nord, qui est l'une des plus faibles confédérations, c'est une équipe qui a du mal à se qualifier à la Coupe du Monde habituellement. Voilà, c'est des Costa Rica, des Honduras, même des Panama qui ont pris leur place, la Jamaïque, etc. etc. Il y a des équipes qui arrivaient régulièrement à se qualifier devant le Canada. Mais il y a... Alors, je sais pas ce qui explique ce changement, mais il y a eu un petit changement quand même sur ces dernières années, avec des joueurs qui ont tendance à se révéler en MLS, surtout dans les clubs canadiens de MLS. Alors la MLS, c'est le championnat états-unien, mais il y a 3 équipes canadiennes qui évoluent en MLS. Il y a les Vancouver Whitecaps, les Toronto... alors, je sais pas si c'est les Toronto Rapids, je sais pas. Le Toronto et l'Impact de Montréal. Et autant Toronto et l'Impact de Montréal, c'est pas trop ça, mais les Vancouver Whitecaps, c'est une très très bonne équipe de MLS. Et il y a beaucoup de joueurs qui se révèlent dans ces clubs-là, qui vont finir par être repérés par des clubs européens. Et récemment, mine de rien, on voit pas mal de Canadiens venir en Europe. Alors ça va souvent être en Écosse, ça va souvent être dans des divisions inférieures d'Angleterre, le Championship, la Ligue 1. On a des joueurs qui sont venus en Ligue 1 également, on en connaît bien, hein. On connaît Jonathan David, on connaît Moïse Bombito à Nice, Ismaël Koné qui est passé par Rennes et Marseille. Donc même nous en Ligue 1 on commence à voir des Canadiens, c'est quelque chose qui n'arrivait pas il y a 10 ans. Les Canadiens dans le foot c'était néant, le Canada c'est le hockey normalement. Donc c'est une génération qui est assez intéressante. Voilà, le Canada c'est une nation émergente du foot on va dire. Est-ce que c'est suffisant pour rivaliser avec le Mexique et les États-Unis ? Non. Non. Alors la dernière surperformance du Canada, c'est même sur cette période où on a le meilleur Canada de l'histoire, hein, je pense qu'on peut le dire. Quart de finaliste, demi-finaliste, quart de finaliste, c'est pas trop ça en CONCACAF. Et en Ligue des Nations, alors je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, mais la Ligue des Nations dans la zone CONCACAF, c'est la compétition la plus importante de la zone CONCACAF. Et même là, 3ème place, quart de finaliste, ils ne parviennent pas à la gagner. Les États-Unis et le Mexique restent quand même bien devant. Pour autant, on a une équipe très intéressante avec le Canada. Comme j'ai dit, donc c'est le point fort pour moi, c'est que c'est la meilleure génération de son histoire. On a des joueurs très 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 intéressants à suivre. On va commencer par ces deux-là, Ismaël Koné, Ali Ahmed. Mais bien évidemment, le joueur canadien auquel on pense par excellence, c'est peut-être même surprenant pour vous que je ne l'ai pas mis là en joueur clé, c'est Alphonso Davies.
Alphonso Davies, le latéral du Bayern Munich. Forcément, latéral du Bayern Munich, bah c'est stylé. Alors là, du coup, le Canada n'a pas annoncé d'équipe. Ah si, pardon, ils ont annoncé une équipe, mais ils n'avaient pas annoncé d'équipe au moment où j'ai fait ce petit Excel. Donc là, c'était en bleu, c'est le dernier rassemblement, en orange, c'est l'avant-dernier rassemblement. Vous voyez, Davies c'est même pas coloré. Pourquoi? Parce qu'Alphonso Davies, il est trop souvent blessé. Normalement, il a été sélectionné, voilà, il sera capitaine a priori. Il est jeune encore, c'est un 2000, Alphonso Davies. Voilà. Mais le problème d'Alphonso Davies, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné depuis longtemps, c'est les blessures. C'est les blessures, c'est un mec qui est plus du tout fiable physiquement. Évidemment, sportivement, il est loin devant tous les autres. Mais physiquement, c'est un mec qui tire plus la baraque, quoi. Qui tire plus la baraque. Je le vois même pas là. Alors je pense que c'est parce que vu qu'il a pas été sélectionné, il est pas considéré dans l'équipe canadienne. Tac. On va chercher Alphonso Davies. On va voir ce que ça donne son Transfermarkt. Vous allez voir, son historique de blessure est assez impressionnant sur les dernières saisons. Il est évalué à 45 millions, donc ça aurait été lui, hein, le joueur le mieux valorisé du groupe s'il avait été sélectionné par le Canada dernièrement. Donc voilà, ça c'était encore un autre biais de ma mesure Transfermarkt. Mais si on regarde, voilà, blessure musculaire, il s'est encore blessé. J'ai envie de voir son historique des blessures. Historique des blessures, voilà. D'Alphonso Davies. C'est de très loin pourtant le meilleur joueur canadien, et j'ai même envie de dire de très loin le meilleur joueur du groupe. Le meilleur joueur du groupe quand il est en pleine forme. Il est extrêmement rapide, l'un des joueurs les plus rapides du monde en tout cas à son prime. Et voilà, il a fait quelques entrées intéressantes avec le Bayern depuis son retour de blessure là. Mais regardez, en fait ce qui l'a tué, c'est sa rupture du ligament croisé en 2024-2025. 221 jours d'absence. Et après, il n'est jamais vraiment revenu. Hein. Il enchaîne les absences. 39 jours d'absence consécutifs, hein, ces 221 jours. Donc c'est quasiment un an sans jouer au foot. Après, voilà, maladie, fibre musculaire, 16 jours d'absence, claquage à la cuisse, 23 jours d'absence, blessure musculaire, 20 jours d'absence a priori. Il a manqué énormément de matchs, c'est plus du tout un joueur sur lequel tu peux compter au Bayern, il faut un mec à sa place. Et est-ce que tu peux compter sur lui au Canada? Est-ce que tu peux compter sur lui cet été? Je l'espère pour le Canada. Il faut un Alphonso Davies en grande forme. À la Coupe du Monde 2022, il a porté le Canada, il a marqué le premier but, je crois, du Canada. J'espère qu'il sera en forme. Parce que c'est leur meilleur joueur tout simplement, mais je pouvais pas le mettre en joueur clé. Parce que si jamais il est blessé, et on peut s'attendre à ce qu'il soit blessé, je peux pas le dire que ce sera lui le joueur clé du Canada. Par contre, ça peut être Ismaël Koné. Ismaël Koné, on s'en souvient bien, assez décevant à Rennes et à Marseille. Il a pas trop percé en Ligue 1 malheureusement. Ismaël Koné, il est là, donc milieu central, valorisé à 20 millions d'euros. Mais il a fait une saison archi intéressante à Sassuolo. Et pour un milieu central, il a staté. 20 millions d'euros maintenant, et c'est pas pour rien. Grosse saison, 35 matchs, 6 buts. C'est très bien pour un milieu central. Il est capable de jouer à quasiment tous les postes du milieu de terrain. Vous voyez là sa valeur marchande qui a bien baissé en Ligue 1, mais qui a bien remonté depuis qu'il est à Sassuolo. Il est surveillé par beaucoup de clubs de Serie A maintenant, la Juventus, le Milan, tout ça. Ils veulent Ismaël Koné. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec, sauf erreur de ma part, il n'était pas là en 2022. Sauf erreur de ma part, Ismaël Koné n'était pas sélectionné en 2022. Il n'a que 38 sélections, donc c'est possible. Donc c'est déjà un petit changement par rapport à 2022. Ce qui fait que selon moi, ils sont encore meilleurs qu'en 2022. Parce qu'en 2022, déjà, il y avait encore cette dynamique de joueurs canadiens qui évoluent en Europe, qui se révèlent de plus en plus. Mais maintenant, il y en a encore plus, naturellement. Et donc pour moi, ils sont censés être meilleurs qu'en 2022. Et donc voilà, Ismaël Koné pour moi c'est le joueur clé, il sera au milieu de terrain,
On le sait, pour gagner une Coupe du Monde, il faut une bonne défense, il faut une bonne attaque, il faut un bon gardien, il faut un bon milieu de terrain. Et c'est un peu mon raisonnement à chaque fois pour ces joueurs clés, c'est j'identifie peut-être le poste où la nation est la plus faible et où par contre il y a un joueur qui s'est révélé, qui peut vraiment changer la donne, qui peut vraiment faire une équipe très très cohérente quasiment à lui tout seul. Joueur assis, j'ai mis Ali Ahmed. Ali Ahmed, il était au Vancouver Whitecaps jusqu'à cet hiver. Il a été pris par Norwich en Championship cet hiver. Et donc, il était déjà, je trouve, très très intéressant à Vancouver Whitecaps, l'un des joueurs les plus prometteurs de Première Ligue, de MLS. Et à Norwich, il a fait une super saison, 19 matchs, 7 contributions offensives pour un club milieu de tableau Championship comme Norwich. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je pense que la saison suivante, il peut encore passer un petit palier en Championship. Attention à Norwich d'ailleurs en Championship la saison prochaine, parce que Norwich avait très très mal commencé sa saison, mais à l'hiver, ils ont eu un tournant qui en a fait l'une des meilleures équipes du championnat. Donc attention. Et Ali Ahmed, très très intéressant. C'est un nom qui n'est pas connu normalement, je pense, si vous suivez le foot globalement de très très loin, les gros clubs et tout, c'est pas un mec dont vous avez déjà entendu parler. Mais gros prospect en MLS, vient d'arriver en Championship cet hiver. Et c'est plutôt une réussite pour l'instant. On sait que c'est dur de réussir quand tu as un transfert hivernal, surtout quand tu changes autant de contexte, quand tu changes carrément de continent. Ça doit pas être facile. C'est assez rare que les recrues de MLS soient satisfaisantes dès le début. Et pourtant, c'est le cas de Ali Ahmed. Donc attention, le Canada, il y a quand même une équipe intéressante. Il y a d'autres joueurs, bien sûr, à noter. Tac. Déjà dans les gardiens de but, alors ça je crois que je l'ai mis dans les points faibles, les gardiens de but, ouais. Les gardiens de but, je l'ai mis dans les points faibles, c'est pas des gardiens qui sont flamboyants. Globalement, ça joue entre ces deux mecs. Dane Sinclair, Inter Miami, Maxime Crépeau, Orlando City, donc des gars de MLS. Mais je pense que ça va jouer entre ces deux gardiens. Les deux sont titulaires dans deux clubs de MLS qui sont pas trop mal, qui sont en Floride, les deux d'ailleurs. Je sais pas lequel va être titulaire. Voilà. Je sais pas s'il y a des Canadiens qui tombent sur la vidéo par pur hasard, par pure chance. Franchement, ce serait assez ouf vu que la précédente a fait 38 vues. Mais s'il y a des Canadiens qui tombent sur la vidéo, n'hésitez pas à me dire lequel des deux part le plus titulaire. J'ai vraiment l'impression, moi, que ça change, que ça change beaucoup. Mais en tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'aucun des deux n'est un gardien top niveau, quoi. Je pense que ça fait le taf, ça fait le café des gardiens de MLS. Mais aucun des deux n'est un gardien non plus excellentissime. En défense, Moïse Bombito, on va en parler, mais c'est l'un des nouveaux mecs également qui n'était pas là en 2022, qui peut changer la donne. Maintenant, Moïse Bombito, le problème, on a le même problème qu'Alphonso Davies en fait. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'a le Canada en général. C'est que ses meilleurs joueurs sur le papier, c'est des mecs blessés. Il a fait combien de matchs cette saison en Ligue 1, Moïse Bombito? Sur 34 possibles, 2. Et honnêtement, ça y est pas pour rien, je pense, dans la mauvaise saison de Nice, parce que c'est un bon défenseur, en vrai. C'est un bon défenseur, et pareil, on va regarder son historique des blessures. Et est-ce qu'il a été sélectionné, Moïse Bombito, d'ailleurs, vu qu'il est blessé? Il a été sélectionné. Visiblement, il a été sélectionné. Alors donc ça c'est 32 man, 32 man Premier League Squad, donc il n'y a pas encore la liste finale qui devrait être annoncée dans 3 jours. Moïse Bombito a été sélectionné, je pense qu'il revient en même temps, il me semble qu'il est en train de revenir, mais ouais, fracture du tibia, 233 jours d'absence, oh là là, le pauvre mec quoi. Le pauvre. Et c'est dommage pour le Canada, encore une fois, parce que t'as ces joueurs qui sont sur le papier très bons, mais qui sont pas là. On va utiliser cette liste-là, je pense qu'elle sera meilleure. Alistair Johnston du Celtic, ça aussi c'est très très bon. Attention. Très intéressant. Derek Cornelius des Rangers, alors lui c'est l'inverse. Je crois qu'il est passé par la Ligue 1 aussi, Cornelius, si je ne me trompe pas. Oui, il est passé par Marseille, c'était une grosse déception à Marseille. Aux Rangers, ça n'a pas été foufou non plus, très honnêtement. Mais ça reste un mec qui a percé en Europe.
pour le Canada, c'est pas si mal. Alistair Johnson est latéral, hein, vous voyez. Et Alistair Johnson, c'est très intéressant au Celtic pour le coup. Mais Alistair Johnson, je me demande si lui aussi il a pas des galères de blessure. Tac, tac, tac. Alistair Johnston. Hop. Ouais, je crois qu'il a eu... Ouais. Alistair Johnston, il a le même problème. Historique des blessures d'Alistair Johnston. 183 jours d'absence. Voilà, c'est le problème du Canada. C'est des mecs... je sais pas pourquoi, ils sont suffisamment physiques pour faire du hockey, mais pas suffisamment physiques pour faire du foot a priori. Alistair Johnston, qui est l'un des mecs les plus intéressants de l'effectif, qui a été blessé quasiment toute la saison. Alphonso Davies, qui est la plus grosse star, qui a été blessé quasiment toute la saison. Moïse Bombito, qui est ton meilleur défenseur central, qui a été blessé toute la saison. Ça fait beaucoup, surtout en défense du coup. Hein. Surtout en défense, on arrive avec des joueurs qui sont pas très frais, qui devraient être pris, quand même. Il y a le petit Luc de Fougerolles, moi, que je trouve intéressant, à Dender. Luc de Fougerolles, 2005. Dender qui... Alors, est-ce qu'ils sont descendus Dender? Parce que de mémoire, ils sont derniers, ils ont fini dernier en Belgique, mais je crois qu'il n'y avait pas de descente directe en Belgique cette saison. Hop, Dender. Est-ce qu'ils sont descendus? Lommel, ouais, ils ont perdu contre Lommel. Donc ils ont descendu. Mais pour autant, Luc de Fougerolles, le petit défenseur central, je pense pas qu'il va rester, je pense pas qu'il va faire la deuxième division belge. À mon avis, il y a des clubs belges un peu au-dessus, ou alors d'autres clubs européens qui vont se positionner sur lui, parce que c'est l'un des très jeunes défenseurs les plus intéressants et les plus ouais, à aller chercher au vu du prix. C'est l'une des pépites les plus intrigantes. Il y a Matteo De Brienne aussi, le latéral gauche de Gais, qui avait fait une excellente saison, mais alors lui, je suis pas sûr qu'il va être sélectionné. Non, il n'a pas été sélectionné malheureusement, De Brienne. Gais qui est en Suède, voilà, l'un des clubs de Göteborg. Nico Sigurd de Hajduk Split, qui est milieu défensif avec le Hajduk, mais qui est plutôt utilisé en défense chez les Canadiens. Nathan Saliba d'Anderlecht, rien à voir avec William Saliba, mais un mec solide de Jupiler Pro League. On a Steven Eustachio de Los Angeles qui a fait une grosse partie de sa carrière au FC Porto, donc encore une fois un mec assez solide qui a percé en Europe. Mathieu Chouanière, Jonathan Osorio, on a plein de mecs qui sont assez cool. L'un des meilleurs joueurs aussi, j'aurais pu le mettre en joueur clé, c'est Tejan Buchanan, qui a fait une très bonne saison à Villarreal. Très très bonne saison en Liga. 7 buts, une passe D. Et je crois qu'il a un peu perdu sa place. Il avait commencé très très fort, mais il a un peu perdu sa place sur la fin de saison. Mais globalement, ça reste un atout pour le Canada très solide, très intéressant. Ouais, voilà, il fait un peu moins de minutes sur cette période-là, alors qu'il avait très bien démarré. Mais globalement, pour un ailier, pour le Canada, c'est très intéressant d'avoir une telle option d'ailier. Et on a également son coéquipier Oluwayesi de Villarreal. Oluwayesi, 2 joueurs de Villarreal. Villarreal qui, je le rappelle, a terminé quand même 3ème de Liga, devant l'Atlético, qui a fait une excellente saison en Liga, qui a été un peu décevant, voire même très décevant en Ligue des Champions. Oluwayesi qui n'est pas titulaire au Canada, hein, vous voyez. Mais ça reste encore une fois une option qui est très bonne pour le Canada, qui n'existait pas il y a 4 ans. Kyle Larin, lui par contre il était là il y a 4 ans. Très intéressant. Junior Hoylett également de Swindon, qui est au Hibernian Edinburgh. Alors Swindon, je crois que c'est D5 anglaise, hein. C'est très bas, mais c'est un mec, c'est un taulier des Hibernian Edinburgh que j'aime beaucoup. Voilà, il y a une équipe
Je pense qu'on a fait le tour hein, globalement de l'équipe du Canada. Voilà, je vais pas paraphraser non plus 30 000 ans sur tout cela, mais il y a une bonne équipe au Canada. Ah oui, oui, Promise David, évidemment. J'ai pas parlé de David. En option d'avancante, pour le coup, ça aussi c'est très solide. Jonathan David à la Juve, qui a démarré assez difficilement, mais qui finit quand même la saison avec 6 buts. C'est pas mal. Plus ça a été dans la saison à la Juve, plus il est monté en puissance. Je pense que la saison prochaine, il en fera une bien meilleure. Il arrive avec plutôt un plein de confiance. Et Promise David, qui malheureusement a raté le titre avec l'Union Saint-Gilloise en Belgique, mais qui reste l'un des meilleurs avant-centres du championnat belge. 24 buts, 9 buts. Et tac, tac, tac. Et sauf que le problème de Promise David, vous l'avez, c'est la blessure. Encore une fois, cette année, c'était compliqué pour les cadres canadiens. Mais ouais, on a deux David qui n'ont pas le lien de parenté. Mais malheureusement, toujours des blessures. Toujours des blessures. Même Jonathan David, hein, je me souviens, à Lille, c'était pas le joueur le plus fit tout le temps. Mais quand il est sur le terrain, quand même, ça fait plaisir. On a également Jason Russell-Rowe qui a fait une fin de saison très intéressante avec Toulouse. Hop. Donc ouais, mine de rien, il y a pas mal d'options. Ah ouais, forcément, Transfermarkt, ça ne prend pas ça. Il y a pas mal d'options en attaque pour le Canada. C'est très très intéressant. Moi, j'ai envie de dire attention au Canada. Attention au Canada, sachant que le deuxième avantage, c'est le home advantage. Le deuxième avantage, c'est le home advantage, c'est le fait d'être un pays hôte. C'est moins, on va dire, c'est moins déterminant pour le Mexique. Pour le Mexique, c'était un gros avantage parce que c'est beaucoup de joueurs du championnat local, c'est des hautes altitudes, c'est une ferveur exceptionnelle. Forcément, le Canada, c'est pas un pays de foot, c'est un pays c'est un pays de basket, c'est un pays de hockey, c'est un pays de tout ce que tu veux, mais pas de foot, quoi. Mais le home advantage va quand même jouer, je pense, pour le Canada. Parce qu'ils ont une fanbase sportive qui est assez sous-cotée. Ça va être des gros tontons, des gros bûcherons en chemise qui vont mettre le petit chapeau caribou, le petit chapeau élan, original, pardon. Les petits pancakes, la bière et tout, ils vont aller en tribune, ils vont gueuler bien fort pour le Canada. Il y a quand même une fanbase qui est assez sous-cotée, assez fun au Canada. Je pense que ça peut jouer quand même le home advantage. Ils ont leurs 3 matchs de poule à Vancouver et à Toronto. Je pense que ça peut jouer, c'est pas à sous-estimer. Mais c'est quand même un point fort moins déterminant que pour le Mexique. Et par contre, c'est ultra déterminant pour eux, c'est qu'ils sont pot 1. Normalement, le Canada, c'est une équipe pot 3, voire pot 4. Dans ce groupe-là, on a vu qui est très facile, ils sont pour 1, ce qui fait qu'ils ont hérité d'un tirage largement favorable. Suisse, Bosnie, Qatar, c'est faisable. Voilà, on va pas se plaindre, c'est faisable. Et dans les points faibles, je ne vais pas épiloguer parce que je trouve qu'en faisant le tour un petit peu de l'effectif canadien, bah, on l'a bien vu, des cadres fragiles, Alphonso Davies, Bombito, Johnston, Promise David. C'est des joueurs qui ont très peu joué de la saison, qui ont eu une grosse blessure, qui les ont écartés des terrains assez longtemps, alors que pourtant c'est 4 mecs qui sont extrêmement importants pour le Canada, qui ont vraiment le niveau pour élever le niveau de ce Canada. Heureusement, il y a quand même des joueurs comme Ismaël Koné, Jonathan David, qui ont fait des saisons assez références, Ali Ahmed aussi. Les gardiens de but, pareil, je l'ai souligné, j'ai dit que c'était pas foufou. Donc voilà, on a fait globalement les points forts, les points faibles du Canada. Maintenant, on va essayer de les situer. Où est-ce qu'ils peuvent aller dans ce groupe mais pour déterminer ça, il faut aller voir les autres équipes. Et donc on va passer maintenant à la Suisse, qui est pot 2. Mais on va pas se mentir, on est sur un pot 1 caché. La Suisse est largement devant les autres équipes du groupe, en tout cas en termes de pedigree, en termes d'expérience Coupe du Monde. Voilà, la Suisse, on va le voir, c'est une équipe qui connaît la Coupe du Monde, c'est sa 13e participation. Je crois qu'ils ont fait partie des premières équipes à se qualifier. Voilà,
tac tac tac. En plus, on est sur, mine de rien, 6 qualifications d'affilée pour la Suisse, avec quasiment tout le temps une sortie des phases de groupe. C'est un peu comme le Mexique la dernière fois, hein. La Suisse, ils ont un peu se pallier également des huitièmes de finale. La dernière fois, notamment, c'était assez violent avec une élimination en huitième de finale 6-1 par le Portugal. Mais attention à la Suisse. Déjà, ils sont dans un groupe qui est très accessible pour eux. Ils sont dans ce groupe-là où c'est quasiment un pot 1. Ils ont eu un tirage extrêmement chanceux. Le Canada, de toute façon, c'était le pot 1 à prendre. Le Qatar, je pense que c'était le pot 3 à prendre. Et la Bosnie, à voir ce que ça donne, mais ça aurait pu être l'Italie, par exemple. Voilà, la Bosnie, ils ont éliminé l'Italie. Normalement, c'est dans ce groupe-là que l'Italie atterrissait. Donc, c'est vraiment un groupe assez chanceux pour la Suisse. Il y a ce petit plafond à la Coupe du Monde, comme j'en ai parlé. Ils n'ont jamais atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde depuis très très longtemps. En tout cas, depuis qu'on a des huitièmes de finale, ils n'ont jamais atteint les quarts de finale. Donc, il y a ce petit palier. Pareil, un peu comme le Mexique, ça a du mal à gagner un match à élimination directe. Ils avaient également quand même ce palier à l'Euro jusqu'à très récemment et ils ont réussi à le briser sur les 2 dernières éditions où ils sortent la France en 2021, on s'en souvient bien, et ils sortent l'Italie en 2024. Donc est-ce qu'ils sont capables de le briser à la Coupe du Monde? Tout porte à croire que oui, tout porte à croire qu'un peu comme le Canada, on est peut-être sur l'une des meilleures équipes que la Suisse ait jamais eue. Peut-être, en tout cas, je pense la meilleure du 20e siècle, enfin du 21e siècle, pardon. La Suisse, pour le coup, on a toute l'équipe. Contrairement au Canada, où vous voyez, j'ai un petit peu galéré, j'avoue, à présenter toutes les équipes parce que c'était pas évident de naviguer étant donné que on n'a pas encore la liste finale. La Suisse, on a la liste finale. La Suisse, il n'y a pas de souci, on a la liste finale, elle est ici, tac tac tac, c'est les joueurs en bleu. Et globalement, c'est une liste qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu à l'Euro. Il y a quelques points quand même à noter. Retraite internationale de Yann Sommer, voilà, je l'ai mis là, mais alors que c'est encore à l'heure actuelle, je pense, le meilleur gardien suisse. Retraite également de Xherdan Shaqiri, qui pourtant est encore assez intéressant avec le FC Bâle en Suisse. Alors cette saison, je sais pas trop, honnêtement, j'ai pas trop vu, mais la saison dernière, il a fait une super saison avec le FC Bâle. Mais globalement, la Suisse, on a quasiment la même équipe que ce qu'on a vu à l'Euro. Et l'Euro, il était extrêmement intéressant, l'Euro. Il était extrêmement intéressant. Alors je crois que c'est Murat Yakin. C'est Murat Yakin, le sélectionneur de la Suisse. Et Murat Yakin était assez décrié avant l'Euro. Ils font en plus, je crois, une phase de qualification avant l'Euro qui était vraiment pas très très convaincante. Mais maintenant, honnêtement, avec son Euro, avec ce qu'il a fait de l'équipe de la Suisse, les critiques, on les entend un petit peu moins. Et est-ce que vous vous souvenez de l'Euro de la Suisse? Moi, je m'en souviens, et c'est, je pense, l'équipe qui m'a fait la meilleure impression, et je pèse mes mots, derrière l'Espagne. Et derrière l'Allemagne, on va dire l'Espagne et l'Allemagne étaient devant, mais derrière eux, moi, c'est la Suisse qui m'a fait la meilleure impression. Le match qui sort face à l'Italie en quart de finale, comment ils les écrasent en première mi-temps. Alors oui, c'était pas une très très forte Italie, mais franchement, ils ont roulé sur l'Italie, je trouve, en huitième de finale. Et en quart de finale, ils font largement jeu égal avec l'Angleterre, si ce n'est mais ils sont meilleurs. Ils sont sortis, je crois, par un exploit individuel de Jude qui fait une retournée acrobatique. Ou la retournée acrobatique de Jude, peut-être qu'elle est en huitième, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont sortis très très serrés contre l'Angleterre. Pour moi, ils auraient mérité de les éliminer. Mais ouais, l'Euro de la Suisse était très très intéressant. En fait, ça jouait comme un club. Ça pressait de manière hyper cohérente. Et ça, c'est très très rare dans le foot de sélection parce que c'est un tel travail de pressing, ça demande une coordination entre les joueurs qui est difficile à avoir quand tu as les joueurs que sur quelques semaines au cours de l'année. Et la Suisse a réussi à atteindre ce niveau de jeu, je trouve, à l'Euro. C'est pour ça que je dis collectif très bien rodé. Pour moi, on est sur un très 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 bon collectif. Une dynamique plus que positive parce qu'en plus de cet Euro
qui a été, selon moi, excellent et qui marque qui marque un très grand potentiel. Les qualifications à la Coupe du Monde, elles ont été sans aucun accroc. Les qualifications à la Coupe du Monde. Les qualifications à la Coupe du Monde de la Suisse, c'était tranquille. Ils avaient la Suède, ils avaient le Kosovo, et ils avaient, je crois, la Slovénie, si je me trompe pas. Tac, Resultant Fixtures. Ouais, la Slovénie. Et vous voyez, oh là là, déjà, ils ont été claqués les pays hôtes au mois de juin en 2025, 4-2, 4-0, tac, ça s'est fait. 4-0 contre le Kosovo, 3-0 contre la Slovénie, 2-0 contre la Suisse, 4-1 contre la Suède. Déjà, ils ont écrasé la Suède à 2 reprises. Le rassemblement de mars, ils ont fait 2 matchs contre des équipes assez relevées de cette compétition. Alors, il y a ce 4-3 contre l'Allemagne. Alors, est-ce qu'une défaite 4-3 contre l'Allemagne, tu peux vraiment la considérer comme inquiétante, surtout que c'est un match amical, on ne sait jamais trop quoi dire des matchs amicaux. Norvège-Suisse, 0-0 en Norvège, c'est pas le truc le plus alarmant non plus, surtout pour un match amical, encore une fois. Je pense qu'on est aussi sur des joueurs qui, à mon avis, essayent de se préserver parce qu'ils ont absolument envie de faire cette Coupe du Monde. Il y a un truc qui peut se passer avec la Suisse. Moi, j'y crois de ouf, surtout qu'il y a de grandes chances qu'ils finissent premiers de leur groupe pour peut-être la première fois, en tout cas, je crois de mémoire, moi je me souviens pas avoir vu la Suisse terminer première de son groupe à la Coupe du Monde, depuis que je regarde des Coupes du Monde. Donc ils ont des chances de terminer première de leur groupe, c'est la grande favorite du groupe pour la première fois depuis longtemps. Et honnêtement, pour moi, c'est une équipe qui est capable de sortir n'importe qui. Ils ont sorti l'Italie, ils ont failli sortir l'Angleterre à l'Euro. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils réitèrent l'exploit de sortir une équipe un peu mieux perçue qu'eux lors de cette Coupe du Monde. Maintenant, reste à voir quel niveau d'équipe ils sont réellement capables d'éliminer. Parce que mine de rien, si l'élimination contre l'Angleterre, malgré qu'ils aient mieux joué, elle dit quelque chose, c'est certainement que peut-être que ça manque de ce joueur clutch, de ce joueur, voilà, comme j'ai dit ici, de classe internationale. Ils l'ont, ce joueur de classe internationale. Ils ont gagné Xhaka. Ils l'avaient déjà contre l'Angleterre. Mais je veux dire, ça manque peut-être d'un joueur de classe internationale en attaque. Un mec qui va vraiment faire des grosses différences. Un mec qui va sortir un petit peu de ce collectif pour le sublimer. C'est pour ça que j'ai mis un joueur à suivre, Noah Okafor, qui a fait une saison correcte à Leeds. Et qui, je pense, pourrait être ce mec. Donc c'est pas un mec méconnu, hein, Noah Okafor pour le coup. C'est un 2000, il reste relativement jeune. Et pour moi, c'est peut-être de tous leurs choix d'ailier. J'ai mis d'ailleurs l'ailier en point faible avec un gros point d'interrogation. De tous leurs choix d'ailier, c'est peut-être le mec qui peut élever son niveau le plus. De façon à être ce joueur qui va faire ce petit changement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La Suisse, ils ont quand même ce plafond. Il leur faut un joueur qui va réussir à le percer. Et moi, je me dis pourquoi pas Noah Okafor, qui sort d'une saison après une période à Milan qui était un peu compliquée, qui sort d'une saison de Première Ligue, je trouve satisfaisante à Leeds. C'est pas non plus la saison du siècle, hein, je crois. Mais c'était quand même intéressant. Surtout sur la période récente où Leeds a enclenché un peu la vitesse supérieure pour se maintenir. Il finit avec 9 contributions offensives en Première Ligue, 2 en FA Cup. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal pour un mec qui a fait que 50% des 11 de départ. Attention à Noah Okafor. Et alors j'ai mis les ailiers en point d'interrogation parce qu'on a envie de se dire que Dan Ndoye, assez décevant à Nottingham Forest depuis qu'il est arrivé, et Ruben Vargas de Séville, qui n'est pas sur sa meilleure saison non plus, on peut se porter un point d'interrogation, est-ce que c'est si bon que ça? Mais en fait, le truc que beaucoup de gens oublient, c'est que le contexte club et le contexte pays n'est pas du tout le même. Et pour leur pays, par contre, Dan Ndoye et Ruben Vargas, c'est des valeurs sûres maintenant. Et les deux, je pense, peuvent faire une très très belle Coupe du Monde. En tout cas, je l'espère. Dan Ndoye, Ruben Vargas, attention. Ils ont été excellents
excellent à l'Euro. Il faut qu'il réitère pour la Coupe du Monde. En tout cas, la Suisse va en avoir besoin. Ça, c'est sûr. Si ces deux mecs font une mauvaise Coupe du Monde, la Suisse fera une mauvaise Coupe du Monde. En attaque, ils ont des mecs intéressants. Brelin Mbolo, Cédric Etienne de Fortuna Düsseldorf, Zeki Amdouni. Mbolo, moi, honnêtement, il me fait peur. Je suis nantais, donc voilà, quand on joue Rennes, je sais que Brelin Mbolo, c'est un mec qui me fait assez peur. Pourtant, voilà, il a joué un peu le rôle de doublure de luxe d'Esteban De Paul durant la saison. Mais autant c'est un mec qui est voilà, c'est maintenant on le connaît en Ligue 1 et avec ce passage à Monaco, tout ça. Autant c'est pas le mec qui va stater de manière excessive. Mais moi, quand il est sur le terrain, je sais pas pourquoi il me fait peur. À chaque fois qu'ils le font rentrer, Rennes, il me fait peur. Donc attention à Brahim Bolo. Ah, il y a un autre joueur aussi que j'aurais pu mettre joueur à suivre que j'adore, malgré qu'il soit passé par Stade Rennais, malgré que je sois nantais. J'ai toujours eu un petit faible pour ce mec, c'est Fabien Rieder, qui a enfin fait une saison convaincante. Et je l'attendais cette saison, parce que le mec, il a un pied magique, Fabien Rieder. S'il est titulaire contre la Suisse, honnêtement, moi je vais regarder tous les matchs de la Suisse. Hein. Il a enfin fait une saison complète à Augsbourg. Voilà, il était là, il était titulaire tout le temps. Il a 10 contributions offensives en Bundes. Augsbourg a fait une saison très correcte, comme d'hab. Augsbourg, c'est vraiment. Augsbourg, c'est facile. Hein. Augsbourg, c'est le. C'est le Toulouse de la Bundesliga. C'est le. Je sais même plus c'est quoi l'équipe la plus fiable de Ligue 1 ces derniers temps. Mais vraiment. C'est le Brest de la Bundesliga, on va dire, Augsbourg. Et très bonne saison à Augsbourg. Il y a toujours des mecs, Remo Freuler, Denis Zakaria, Granit Xhaka. Il faut en parler maintenant de Granit Xhaka. J'avais dit qu'ils n'avaient pas de joueur de classe internationale. Évidemment qu'il y en a un, évidemment que c'est Granit Xhaka. Qu'est-ce que Granit Xhaka ne peut pas faire? C'est fou comment ce mec, quand il est arrivé à Arsenal, c'était limite un flop. Après, il y a Arteta qui arrive qui arrive à le transformer. Il devient monstrueux. Il va à Leverkusen. Il est monstrueux là-bas. Leverkusen finit une saison invincible. Et là, cet été, il va à Sunderland. Moi, Sunderland, j'y croyais pas du tout. Sunderland, on connaît la première ligue. Les clubs qui montent de championship comme ça, qui achètent plein de stars, souvent ils se cassent les dents en première ligue. Mais au moment où ils ont pris Granit Xhaka, je me suis dit, ah oui, ok. Avec lui, peut-être que ça peut faire quelque chose. Autant toutes les autres stars que Sunderland avait pris cet été, ça me perturbait pas plus que ça. Mais quand ils ont pris Granit Xhaka, je me suis dit, bon, ok, ils descendront pas. Par contre, j'étais loin de me douter qu'ils iraient jusqu'à l'Europa League. Et Granit Xhaka a été monstrueux, encore une fois, toute la saison. Et au milieu de terrain, tu peux que rêver mieux. Donc évidemment qu'ils ont un joueur de classe internationale. Je pense qu'ils ont peut-être même un mec qu'on peut considérer comme top 10 des milieux de terrain du monde. Genre, désolé. Mais, moi, en tout cas, je pense que je le ferai. Après, voilà, j'ai pas la liste en tête. Hein. Ça se trouve, là, je me rends compte que c'est très dur de l'y faire rentrer. Mais non, franchement, il est solide, très fort. C'est évidemment leur joueur clé. Il faut évidemment que Granit Xhaka soit fort, mais j'ai quasiment aucun doute sur le fait qu'il va être très fort. En défense, pareil, on a des tauliers, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, le mec qu'on voit tous les 2 ans, parce que il est typiquement le mec de foot international, quoi. C'est un PNJ ultime en club. C'est un mec que tu vois quasiment jamais jouer en club. Mais il est toujours là en Coupe du Monde, il est toujours là à l'Euro. Et bon, en vrai, hein, c'est un mec solide au Betis, hein, il est toujours titulaire, etc. C'est mérité qu'il soit sélectionné. Manuel Akanji, pareil, plutôt bonne saison à l'Inter, enfin même très bonne saison à l'Inter. Nico Elvedi de Mönchengladbach, Luka Yaquez de Stuttgart aussi, ça peut être intéressant. Stuttgart qui a fait une très bonne saison. Eray Commerce, ça c'est assez marrant. Eray Commerce, je sais pas si. Alors là, ça va peut-être parler aux supporters nantais comme moi, parce qu'on l'a eu en prêt il y a 2 ou 3 ans, je crois. C'était pas foufou. Ça faisait le café, mais c'était pas foufou. Mais depuis qu'il est retourné à Valence, parce que je crois que déjà à l'époque, nous, quand on l'a en prêt, c'est un prêt depuis Valence. Mais à Valence, il est plutôt solide.
Maintenant, à Valence, il est plutôt bien installé. Et Valence finit très très bien la saison. Je crois qu'ils finissent dans le top 10 de Liga finalement. Donc il est de la partie, il sera de la partie. Je sais pas s'il sera titulaire, hein, je pense pas, mais c'est intéressant. Djibril Sow, évidemment. Maximilian Aebischer, l'un des mecs qui nous avait été révélé à l'Euro, qui malheureusement a pas trop percé, même été plutôt décevant, donc il est à Bologne. Il a été prêté cette année à Pise. C'était l'un de leurs meilleurs joueurs, mais bon, Pise a fini dernier de Serie A, quoi. Donc, mais il a gardé sa place quand même en sélection. Il a réussi à garder sa place en sélection. J'espère qu'on va revoir des moments de Aebischer qui vont nous rappeler l'Euro. Et évidemment, dans les buts également, on a des options très solides. Gregor Kobel, Yvon Mvogo, et après on a des mecs du championnat suisse. C'est pas un pays qui s'appuie beaucoup sur son championnat, la Suisse. Vous le voyez, c'est pas un pays qui s'appuie beaucoup sur son championnat. Beaucoup de Bundesliga, beaucoup de Bundesliga, un peu de Liga, un peu de Serie A, un peu de Ligue 1. Voilà. Bref, on a fait le tour de l'effectif suisse. Globalement, très très bon effectif. Je pense que vous le voyez, je suis très enthousiaste à propos de la Suisse. Moi, j'ai beaucoup confiance en eux. Maintenant, je me méfie un peu quand même. Parce que faire un excellent Euro et faire une très mauvaise Coupe du Monde, ça a déjà été fait plusieurs fois. Rien que si on prend l'exemple de l'Euro 2021, la Coupe du Monde, c'est 1 an et demi plus tard seulement. Et pourtant, le vainqueur, l'Italie, ne s'est même pas qualifié. Et l'une des équipes un peu pépites qui nous a un peu fait penser à la Suisse de la dernière fois, c'était le Danemark en 2021. Et le Danemark, la Coupe du Monde 2022, elle était catastrophique. Donc, qui sait? Si, par exemple, moi surtout, je me dis, si Endoy et Ruben Vargas, Okafor font pas une très bonne compétition, peut-être qu'effectivement la Suisse, ça va rester limité, on va pas réussir à percer le plafond. Donc, j'exclus pas un monde où la Suisse déçoit. Mais à titre personnel, je suis très hypé par la Suisse. Et surtout, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais d'aller faire un quart de finale, peut-être même une demi-finale. Je vois pas ce qu'ils ont à envier à la Croatie de 2018 et 2022. Bon, en réalité, j'exagère. La Croatie 2018 et Croatie 2022, c'est très 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 fort. Mais je veux dire, ils doivent prendre ce genre d'équipe en exemple, selon moi, pour aller chercher enfin un peu plus haut. C'est le moment de la Suisse, c'est un groupe qui est donné, c'est un groupe qui est donné pour la Suisse, c'est un groupe qui est fait pour eux. C'est le moment, tout simplement. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, la Suisse doit percer son plafond. Et j'espère qu'ils vont le faire. Le Qatar maintenant. Alors le Qatar, ça va être très très intéressant, le Qatar. C'est pas une équipe qu'on connaît beaucoup, on va pas se mentir. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Bon, l'historique il va être très rapide, je vais même pas aller sur mon Google Sheet. L'historique du Qatar, c'est simple, ils ont fait une seule Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde 2022, celle dont ils ont été pays hôtes. Donc là, c'est la première fois qu'ils se qualifient pour une Coupe du Monde de manière legit. C'est la première fois qu'ils se qualifient pour une Coupe du Monde sans avoir à corrompre les dirigeants de la FIFA pour les faire accueillir une Coupe du Monde. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est déjà à noter. Mais par contre, qu'est-ce que c'était compliqué. Qu'est-ce qu'elle était compliquée cette qualification. Et alors on va le voir tout de suite. Donc voilà, en Asie, t'as beaucoup de tours à passer. Et t'as notamment le troisième tour qui est le tour principal, celui où t'as les gros groupes. Et les deux premiers de ce groupe sont qualifiés pour la Coupe du Monde directement. Le troisième et quatrième vont au tour suivant et le cinquième et sixième sont éliminés. Dans ce groupe-là, ça c'est les résultats du Qatar. À partir de là. À partir du 5 septembre. Vous voyez, pas beaucoup de verts. Et pourtant ils sont là quand même. Mais ouais, défaite contre les Émirats Arabes Unis 3-1. Match nul contre la Corée du Nord qui est très très faible. 4-1 contre l'Iran. 5-0 contre les Émirats Arabes Unis. Un partout. Défaite 3-1 contre le Kirghizistan.
C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux. Ils s'en sont sortis quand même, mais un peu, voire beaucoup de chance, je trouve. Parce que c'est eux qui ont accueilli en fait leur match. Le tour suivant, du coup, parce qu'ils ont quand même réussi à se qualifier au tour suivant, c'était contre Oman et les Émirats Arabes Unis, et c'était au Qatar. Donc c'est eux qui ont accueilli leur match, donc là ils se sont qualifiés, ils avaient littéralement que une victoire à avoir. Et encore c'était short. Ils ont fait match nul contre Oman. Et depuis, bah ouais, défaite contre le Zimbabwe, défaite contre la Palestine, un partout, 3-0 contre la Tunisie, c'est franchement pas rassurant. Hein. Et moi je trouve que le Qatar arrive comme étant l'une des plus faibles équipes de la Coupe du Monde. Leur qualification très inquiétante, défaite contre le Kyrgyzstan, contre les Émirats Arabes Unis, en amical après, défaite contre la Palestine, enfin tout ça c'est vraiment pas... C'est des bonnes équipes hein, là ce que je viens de citer, hein. Mais en termes de asiatique. Faut pas sous-estimer. Hein. Kyrgyzstan, Palestine, je sais que quand je le dis comme ça, on a l'impression que c'est des équipes qui jouent pas du tout au foot. Mais non, attention, hein, c'est des équipes qui sont vraiment on the rise. Mais c'est très inquiétant. Quoi. Les résultats sont très inquiétants. Le Qatar arrive comme l'une des équipes les plus faibles du mondial, tout simplement. Génération assez vieillissante aussi, bah c'est simple. Le Qatar, c'est une équipe qui a été conçue pour être prête pour la Coupe du Monde 2022. Résultat, ils terminent dernier de leur poule en 2022, 0 points, moins 7 de différence. Coupe du Monde catastrophique, mais c'est une génération qui a été prête pour cette Coupe du Monde 2022. Et tout naturellement, aujourd'hui en 2026, c'est une génération qui est un peu vieillissante. Voilà. On voit beaucoup de 98, 99, 90, 90, 97. 99, 99, 90, 90, 94, 93, 93, 93, 83, 90, etc., etc. Bon, je pense que vous avez l'idée, on est sur une sélection qui est vieillissante, vieillissante, vieillissante. Maintenant qu'on a dit ça, j'ai que 2 points faibles. Il y a des équipes où j'ai trouvé 3 points faibles. Mais c'est 2 énormes points faibles. C'est 2 points faibles qui valent largement les 3 points faibles des autres équipes. Maintenant, il y a quand même des petits... On va contrebalancer, on va se faire l'avocat du diable. On va essayer de dire pourquoi le Qatar peut quand même faire un truc. Déjà, ils sont double champions d'Asie. Et ça, on peut pas leur enlever, pour le coup. Ils sont double champions d'Asie. La manière, je sais pas. Moi, je suis pas trop du genre à crier à la corruption, à part pour faire des petites blagues, mais en ce qui concerne la coupe d'Asie, les 2 coupes d'Asie qu'ils ont gagnées, je vais pas trop aller crier à la corruption parce qu'elles m'ont semblé legit ces victoires-là. Alors certes en 2023 ils remportent la finale avec un triplé de penalty. Là, on pourrait lever un sourcil, on pourrait se poser une question. Attends une minute, comment ça un triplé de penalty? Mais c'est 3 pénaux qui étaient assez logiques, hein, qui étaient assez justifiés. Et non, cette Coupe d'Asie, alors celle-là, je ne l'ai pas vue. De toute façon, elle était avant la Coupe du Monde 2022, donc elle est plus trop pertinente aujourd'hui. Mais ils ont quand même réussi à garder leur trophée là, alors qu'il y avait quand même le Japon, il y avait la Corée du Sud, il y avait l'Australie, il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait l'Iran. Enfin, il y a quand même des belles équipes en Asie, hein, faut pas l'oublier. Ils ont quand même gardé leur trophée, donc ça, faut pas leur enlever. Maintenant, on va la nuancer, c'est qu'ils ont eu un parcours que je trouve assez facile. En fait, cette Coupe d'Asie, elle me fait assez penser à l'Euro 2016 du Portugal, qui n'était pas archi convaincant, mais qui a un parcours. Le Portugal, ils étaient Croatie, Pologne et Pays de Galles pour aller jusqu'en finale. Donc c'était franchement un parcours assez avantageux, mais malgré ce parcours, ils n'avaient pas été super convaincants non plus. Et bah, je trouve que le Qatar a un peu fait la même chose en Coupe d'Asie. Voilà. On voit que c'était assez ric-rac, 2-1 contre la Palestine, ça va au tir au but contre le Qatar, victoire 3-2 contre l'Iran, là pour le coup c'est une vraie victoire, hein. Voilà, on peut pas leur enlever, et 3-1 contre la Jordanie avec le triplé de penalty, comme j'ai dit. Et bon, ils ont aussi eu la chance quand même d'éviter les gros morceaux. Ils ont évité le Japon parce qu'ils se sont fait sortir par l'Iran, ils ont évité l'Australie parce qu'ils se sont fait sortir par la Corée du Sud, mais la Corée du Sud s'est fait sortir par la Jordanie, donc ils ont aussi évité la Corée du Sud. Donc voilà, ils ont quand même évité les plus gros morceaux aussi, mais bon, Ouzbékistan, Iran, Jordanie, il fallait les sortir.
Même Palestine, fallait les sortir. Hein. C'est très dur, Palestine. Donc, voilà, on peut pas leur enlever ça. Ils ont quand même gagné, c'est les doubles champions d'Asie en titre. Si on se fie à la compétition continentale pour établir un power ranking, normalement on est censé dire c'est la meilleure équipe d'Asie. Maintenant, pour moi, c'est pas la meilleure équipe d'Asie. Les qualifications l'ont montré. Ils ont été plus faibles que le Kirghizistan, ils ont été plus faibles que les Émirats Arabes Unis, ils ont été plus faibles que l'Ouzbékistan, Iran, largement. Enfin, pour moi, c'est loin d'être la meilleure équipe d'Asie. Mais c'est quand même les doubles champions d'Asie. Ils ont quand même ce pedigree un petit peu de tournoi continental. Il faut qu'ils le transforment pour que ça leur réussisse en tournoi international maintenant. Il faut faire une meilleure Coupe du Monde qu'en 2022. Et là où je pense aussi que ça peut jouer en leur faveur, c'est qu'il y a moins de pression qu'en 2022. En 2022, c'était tout le projet, c'était l'accumulation, le point culminant du projet qatari, le moment de soft power ultime. Il y avait énormément de pression sur les épaules des joueurs du Qatar. Là, cette année, ils arrivent, personne ne les attend. Tout le monde s'en bat les couilles du Qatar, honnêtement, aujourd'hui. Tout le monde s'en fout que le Qatar perde, que le Qatar gagne. Personne va les calculer. Il y a moins de pression. Peut-être que ça peut jouer. Peut-être que ça peut faire un poids, ça peut les libérer. Et j'ai envie de moi leur mettre ça en point positif, honnêtement. Certes, ils sont plus à domicile, mais qui sait, peut-être que ça va jouer à leur faveur. Il y a également aussi des participations, alors ça c'est assez marrant. Le Qatar n'a pas seulement participé aux Coupes d'Asie. Je crois qu'ils ont aussi participé de mémoire au moins à une Gold Cup et peut-être même à une Copa América. Alors on va regarder, tac tac tac. Competitive Record, FIFA World Cup, Asian Cup, FIFA Arab Cup, Copa América. Voilà, ils ont fait la Copa América en 2019. Donc ça c'était avant la Coupe du Monde, oui. Donc avant la Coupe du Monde 2022, donc je pense pas qu'on doit trop le prendre en compte. Ils terminent dans leur poule avec un match nul quand même contre le Paraguay. Mais ils ont fait la Gold Cup 2023. La Gold Cup 2023, et est-ce qu'ils sortent du groupe en 2023? De mémoire, ils sortent du groupe. Oui, ils sortent du groupe. C'était dans le groupe du Mexique, Honduras, Haïti. Donc Haïti quand même, une équipe du mondial aussi. Mais ils perdent contre Haïti d'ailleurs. Et voilà, après ils battent le Mexique. Faut savoir quand même que le Mexique est arrivé sur cette Gold Cup avec une équipe bis. Et ils l'ont quand même remporté. Et d'ailleurs le Qatar se fait sortir 4-0 contre le Panama, donc bon, on va pas non plus faire trop attention à cette Gold Cup. Mais bon, ça c'est un truc marrant aussi, hein. Le Qatar s'invite sur des compétitions d'autres continents. Mais bon, peut-être moins de pression qu'en 2022, et on a vu, ils sont habitués à jouer sur d'autres continents. Ça vaut ce que ça vaut. Ils ont des joueurs du championnat aussi, je l'ai mis en point fort pour l'Afrique du Sud, je l'ai mis en point fort pour le Mexique, il n'y a pas de raison que je ne le mette pas en point fort pour le Qatar, c'est des joueurs qataris. Il y a un seul mec, je crois, qui évolue en dehors du Qatar, dans toute cette présélection. Encore une fois, c'est une présélection. C'est Omam Hamed de Cultural Leonesa, deuxième division espagnole. Il y a beaucoup de joueurs qataris qui sont prêtés en deuxième division espagnole, c'est un peu leur baptême du feu européen. Pendant la Coupe du Monde 2022, ça faisait un peu partie du processus de formation des joueurs qataris, de les prêter en deuxième division espagnole et tout. Et donc là, Omam Hamed, il est prêté à Cultural Leonesa et défenseur à gauche. C'est forcément l'un de leurs meilleurs joueurs. 66 sélections, c'est un mec qui va être à surveiller pour le Qatar. En tout cas, c'est un mec qui peut aider le Qatar peut-être à qui sait, à step up, à être un peu meilleur qu'en 2022. Mais sinon, c'est que des joueurs du Qatar. Et le championnat qatari, c'est pas le championnat le plus nul d'Asie. Loin de là même. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de stars qui y vont. Il y a des clubs comme Al Duhail, Al Arabi, Al Wakra, Qatar SC, Al Sadd. Al Sadd surtout, Al Sadd c'est le meilleur club du Qatar. Ces clubs-là, ils accueillent des anciennes stars européennes, un peu comme l'Arabie Saoudite dans une moindre mesure. Donc c'est quand même c'est pas des clubs à prendre à la légère non plus. Il y a quand même une base, on va dire, cohérente de joueurs qui se connaissent, qui sont habitués à jouer ensemble. Et peut-être qu'en réalité c'est ça qui les a aidés pour remporter les Coupes d'Asie.
Donc il n'y a pas de raison que je mette pas ça en point fort. Maintenant, si on fait une revue de l'effectif très rapidement dans les joueurs à noter, Michal Barsham, Salah Zakaria dans les buts, ce sera sans doute Barsham de Al Sadd. C'est le gardien de Al Sadd, donc c'est pas si mauvais, franchement. C'est ce qu'il pouvait avoir de mieux, mais bon, encore une fois, c'est pas si mauvais pour le Qatar. À l'échelle du mondial, à l'échelle de. C'est peut-être l'un des moins bons gardiens du mondial. En défense, qui je voulais parler? Je voulais parler de Lucas Mendes, qui est l'un des seuls joueurs qataris qu'on a vu en Ligue 1. Lucas Mendes qui est passé par Marseille, si je ne m'abuse. Donc mine de rien, il y a un joueur comme ça qui joue à Al-Wakra, défenseur central, 354K, c'est le capitaine d'Al-Wakra. Tac, voilà, 17 matchs, 17 buts. C'est solide Lucas Mendes. Hashmi Al-Hussein, Boualem Kouki. Kouki, il me semble Kouki c'est le mec qui fait des boulettes, qui a fait des boulettes à la Coupe du Monde 2022. Ahmed Kouki. Donc lui il était déjà là à ce moment-là. Je sais pas si vous vous souvenez. Tac. Ahmed Kouki Qatar. Tac. Boualem Kouki. Ouais, c'est bien lui. C'est bien lui qui a fait les boulettes. Qui a fait les boulettes à la Coupe du Monde. Donc on a Omar Mohamed qui évolue en Europe quand même, c'est assez intéressant. Tac. Abdulaziz Hatem. Hassan Al-Aïdos qui est le gros taulier du Qatar. Capitaine de Al Sadd. Capitaine du Qatar. C'est un 1990 donc il est assez vieux mais c'est leur gros taulier. C'est pas leur star parce qu'on va en parler de la star évidemment. Mais c'est un taulier. Donc on a Akram Afif dont on va parler très rapidement, pas très rapidement mais très bientôt. Edmilson Junior. Alors il y a pas mal effectivement de joueurs naturalisés aussi au Qatar. Maintenant, moi ça me scandalise pas tant que ça les naturalisations qataries. Déjà il y a beaucoup de naturalisations. Si tu prends l'exemple de Al-Moez Ali, qui est l'un de leurs meilleurs buteurs, je pense leur deuxième joueur le plus connu après Akram Afif. Al-Moez Ali, il descend d'immigrés soudanais, mais il est arrivé au Qatar très jeune. Il est arrivé au Qatar enfant. Finalement, il y a beaucoup de ces naturalisés qataris. Il n'a pas fait une grande saison, Al-Moez Ali, mais c'est que ça reste le meilleur buteur, je crois, de la sélection qatari. Finalement, Al-Moez Ali, il est pas moins qatari que, on va dire, Brice Samba est français, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de naturalisés qataris qui descendent d'ouvriers qui sont venus immigrer au Qatar, etc., pour travailler dans des conditions pas ouf. Mais je suis désolé, je sais même pas pourquoi je rigole de ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont des naturalisés, qui ont grandi au Qatar, quoi, on va dire. Voilà. Ça, c'est important à noter. On est dans un cas de figure beaucoup moins extrême que les Émirats Arabes Unis, par exemple, qui ne sont pas qualifiés, mais qui, eux, pour le coup, ont beaucoup de Brésiliens naturalisés, etc. Le Qatar, la plupart des joueurs, c'est des Qataris, c'est des vrais Qataris. Et qu'est-ce qui fait un Qatari d'ailleurs? C'est une grande question. C'est un petit pays, c'est une ancienne colonie britannique, c'est un pays qui n'est pas fondé sur grand chose à part du pétrole, donc il n'y a pas vraiment d'identité qatari à proprement parler. C'est très complexe comme question. Donc forcément, il y a Al-Moez Ali du coup de qui il fallait parler, Mohamed Bountari, Sébastien Soria. Là pour le coup lui Sébastien Soria ça sonne pas très bien qatari, on veut bien l'admettre. Et il y a Akram Afif. Il faut que je vous en parle d'Akram Afif. Déjà c'est le joueur clé. Il n'y a même pas débat. Et là je vais être très élogieux. Ça paraît un peu cliché, Akram Afif c'est le seul mec qatari que tout le monde connaît, c'est très cliché de le mettre, mais regardez. Déjà, il joue pour Al Sadd, qui est le meilleur club qatari. Donc Al Sadd, ça va Ligue des Champions asiatique. C'est un très gros club sur le continent. 22 matchs, 15 buts, 12 passes D. Il est monstrueux. Et au Qatar, il est monstrueux aussi. On a vu le Qatar a gagné la dernière Coupe d'Asie.
Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas le Qatar qui a gagné la dernière Coupe d'Asie. C'est Akram Afif. C'est Akram Afif, regardez. Regardez les résultats. Tac, tac, tac. Huitième de finale, Alaidos, Afif. Donc Alaidos, on a vu, c'est le capitaine. Afif. Quart de finale, Alaidos. Afif marque le premier tir au but. Contre l'Iran, Afif. Ah non, pardon, Afif et Ali. Mais Afif. Et surtout contre la Jordanie, il y a un triplé de penalty. C'est qui prend ses responsabilités et qui y va? Afif, 3 fois. Il termine le tournoi avec 8 buts. Facile, meilleur joueur du tournoi. Et heureusement qu'il est là, quoi. Heureusement qu'il est là, parce que sinon le Qatar, ce serait pas mieux que... ce serait pas mieux que le Kirghizistan. Ce serait pas mieux que la Palestine. Ce serait pas mieux que Oman. Ce serait pas une équipe qui se qualifie à la Coupe du Monde, quoi. Ce serait une équipe qui est systématiquement à cette limite très frustrante d'équipe qui est pas si mal sur son continent, mais qui n'arrive pas à se qualifier à la Coupe du Monde. Mais il y a Akram Afif, et je pense qu'il n'y a aucun joueur du mondial qui est aussi important pour sa sélection que Akram Afif pour le Qatar. Il n'y a aucun joueur du mondial qui a une telle différence de niveau avec ses coéquipiers que Akram Afif. Voilà. Donc c'était le joueur clé le plus facile à mettre. Et maintenant, on va voir, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? J'espère. S'il met un but, j'estime que je vous avais prévenu et que j'ai eu raison. Maintenant, ça va être dur de mettre un but parce que le Qatar, c'est compliqué. Joueur à suivre, j'ai mis Mohamed Al-Manai. Alors, est-ce qu'on va le retrouver? Al-Manai, tac. Voilà, ici, Mohamed Al-Manai, MDC 2003. Je l'avais trouvé intéressant. Alors, je ne savais pas qui mettre en joueur à suivre, honnêtement, pour le Qatar. Mais Al-Manai, je l'avais trouvé assez intéressant. Tac. Je suis pas sûr que Transfermarkt va réussir à me le trouver, Al-Manai. Hop, Al-Manai, tac. Mohamed Al-Manai, voilà, comme ça. Hop. Donc il joue pour Al-Shamal, qui est l'un des meilleurs clubs du Qatar. Enfin, vous avez le son. C'est un 2003, donc il est assez jeune. Et déjà, je voulais un peu un mec qui n'a pas participé à la Coupe du Monde 2022 pour voir quels joueurs peuvent un peu faire step up le Qatar. Des mecs qui n'étaient pas là en 2022, qui peuvent aider un petit peu. J'avais pensé à Ayoub Aloui aussi, le latéral droit. Et mine de rien, je trouve que pour un milieu central, voire même parfois défenseur central, Al-Manai, il a des stats intéressantes, 5 buts, une passe D. Je pense qu'il peut être à suivre. Qui sait, peut-être qu'il va se faire repérer par un club de seconde division espagnole et qu'il va connaître l'Europe dans très très bientôt. Mais en tout cas, Mohamed Al-Manai, c'est le mec qui me semble le plus à surveiller du Qatar. C'est peut-être le mec qui est le plus prompt à se révéler. Mais sans grande conviction, bien sûr, parce que je pense que ça va être une Coupe du Monde très compliquée pour le Qatar. Voilà. On va passer à la dernière sélection. Et c'est une sélection que j'adore. La Bosnie-Herzégovine. Bosnie-Herzégovine, c'est simple. Deuxième Coupe du Monde seulement. Première Coupe du Monde, c'était en 2014. Edin Dzeko Prime, Miralem Pjanic Prime. Forcément, très belle sélection. Mais cette année, moi je suis très emballé par cette équipe de Bosnie. Fun fact aussi. Allez, fun fact purement géographique, purement historique. Depuis la dissolution de la Yougoslavie, il y a toujours eu au moins 2 équipes de l'ancienne Yougoslavie à la Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est souvent la Croatie et une autre équipe. L'année où la Croatie se qualifie pas, je crois que c'est en 2010 et c'était la Serbie et la Slovénie qui s'étaient qualifiées. C'est souvent la Croatie et la Serbie. Et cette année, la Serbie s'est pas qualifiée. Mais du coup, on s'est dit, peut-être que pour une fois, il n'y aura qu'une seule sélection yougoslave. Mais non, du coup, la Bosnie sera là. Donc il y a bien 2 sélections de l'ex-Yougoslavie, la Croatie et la Bosnie. Et c'est très intéressant, je trouve, parce qu'on est sur l'une des régions les plus talentueuses du football, quoi. C'est l'une des régions les plus sous-cotées de foot. Les Balkans, de manière générale, c'est
voilà, on va pas épiloguer 30 000 ans, mais la Yougoslavie, très grande région de foot. Si on prend rien que la Croatie, c'est 4 millions d'habitants, c'est 2 derniers carrés de Coupe du Monde, enfin, c'est franchement des talents exceptionnels. Et la Bosnie, c'est un peu par intermittence. T'as de temps en temps une belle génération qui arrive. Et là, il y a une très belle génération qui arrive. Il y a des joueurs, ah là, ça va faire plaisir la Bosnie. Le momentum, il est évident. Ils viennent de sortir l'Italie, tout simplement. Enfin, ils viennent de sortir l'Italie, la Bosnie. Et c'était mérité. Enfin, franchement, alors oui, l'Italie a pris un carton rouge, Bastoni a pris un carton rouge assez tôt dans le match, mais c'était mérité. La Bosnie les a écrasés. Et c'est pas normal que l'Italie se fasse écraser comme ça par une équipe beaucoup moins expérimentée comme la Bosnie. Et ils ont sorti les Pays de Galles aussi à Cardiff. Et ça, fallait le faire. C'est pas évident. Et dans les deux cas, c'est au tir au but. Dans les deux cas, c'est au tir au but. Avec des mecs qui prennent leurs responsabilités. Edin Dzeko, 86e. Ça c'est pas beau. Tabakovic, 79e. Enfin, dans les deux cas, c'est au tir au but. Et ça, c'est très important. Parce que si tu sors de la phase de groupe, c'est une configuration que tu peux être amené à rencontrer. Sachant que moi, la Bosnie, je les vois bien finir. Non, on va en parler plus tard. N'allons pas trop vite, on va en parler plus tard. Et en fait, la Bosnie sort d'une période qui n'était pas si facile que ça. Ils n'ont pas réussi à se qualifier à l'Euro 2024. D'ailleurs, ils n'ont jamais réussi à se qualifier à l'Euro. Et d'ailleurs, l'Euro 2024, de mémoire, c'était dans la zone de qualif du Portugal et ils avaient fait une très mauvaise série de qualifications. Je crois qu'ils avaient perdu quasiment tous leurs matchs sauf ceux contre. Ça devait être les îles Féroé ou Saint-Marin, un truc comme ça, la dernière équipe du groupe. Donc ils avaient fait une très mauvaise phase de qualif. Et ils ont été repris par ce mec, Sergueï Barbarez, qui, de mémoire, n'a pas une autre expérience de coach que celle d'entraîner la Bosnie. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas fait de point sur les entraîneurs du Qatar et du Canada. Donc on va faire très petite parenthèse. Très petite parenthèse. Au Qatar, on a Julian Lopetegui, ancien entraîneur du Barça, pas entraîneur du Barça, du Real, ancien entraîneur de Première Ligue, West Ham, les Wolves, Séville, tout ça. C'est un vrai calibre que le Qatar a été chercher. Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose de très fort avec le Qatar, avec le matériel qu'il a, on ne sait pas, mais on verra bien. Mais en tout cas, c'est un vrai entraîneur qu'ils ont le Qatar. Et le Canada, de mémoire, c'est aussi un mec qui a entraîné en Première Ligue, c'est Jesse Marsh. Voilà, c'est Jesse Marsh. Jesse Marsh, il a fait quoi? Il a fait Leeds, non, Jesse Marsh? Voilà, Leeds. C'est un mec de la galaxie Red Bull. New York Red Bull Salzbourg, Red Bull Leeds. Voilà, il a fait 4 équipes Red Bull, hein, littéralement. Et ensuite, le Canada. Donc Jesse Marsh, pareil. C'est deux vrais coachs qu'ils ont en plus. Donc voilà, j'ai parlé de Yakin, mais j'ai pas parlé de Lopetegui et Jesse Marsh, my bad. Et donc maintenant on parle de Sergueï Barbarez, on referme la parenthèse, qui entraîne la Bosnie. Et depuis qu'il est arrivé, il a bien remanié l'équipe. Il a, je trouve, utilisé le vivier de façon très intéressante. Et les qualifications de la Bosnie ont été très convaincantes. Ils tombent dans un groupe assez facile avec l'Autriche et la Roumanie. Donc c'était un groupe dans lequel, mine de rien, c'était eux, l'équipe, à avoir participé au mondial la dernière fois, puisque la Roumanie c'était 98, l'Autriche c'était 98 aussi, et Saint-Marin, Chypre, tout ça, forcément ils ont jamais participé. Donc mine de rien, c'était un groupe assez facile, mais il termine deuxième avec ce petit crève-cœur, Grigoric qui marque à la 77e, qui fait qu'ils ne sont pas qualifiés directement et qui fait qu'ils doivent passer par
les Pays de Galles et l'Italie. Heureusement, ils ont réussi, donc le momentum est assez bon. Mais globalement, ça a été très bien remanié, je trouve, la Bosnie-Herzégovine. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient favoris de ce groupe-là. Ils ont été chercher l'Autriche quasiment jusqu'au bout. L'Autriche et la Roumanie me semblaient au-dessus, mais finalement, ils ont été supérieurs à la Roumanie. Ils ont été au coude à coude avec l'Autriche. Et surtout, ils ont sorti les Pays de Galles, ils ont sorti l'Italie, donc le momentum, il est évident. Et c'est pas étonnant quand tu regardes l'équipe, parce que tu as une équipe qui est très très hypante. Alors, dans les gardiens de but, tu as Nicolas Vlachil de St. Pauli, qui vient de descendre dans la Bundesliga, lanterne rouge de Bundesliga, mais ça reste un gardien dans le club du top 5 européen. Ça reste mieux que le Qatar ou le Canada. Beaucoup moins bien que la Suisse. La Suisse devrait prêter ses gardiens, parce que la Suisse, je pense, a 3 options de gardiens qui sur le banc que le Canada, la Bosnie et le Qatar aimeraient bien utiliser. Mais c'est surtout sur les joueurs de champ que franchement, je trouve que tu as une génération qui est très intéressante, et je pense que je l'ai mis en point fort. Un peu comme le Mexique, où j'avais été très élogieux. Tu as un beau mélange d'expérience et un beau mélange d'expérience et de joueurs de potentiels pépites qui arrivent. Expérience, Sead Kolasinac de l'Atalanta Bergame. Il me semble qu'il commence à perdre sa place à l'Atalanta. Je crois pas qu'il a fait une saison complète, mais ça reste un taulier de Serie A. Un mec que tu es toujours content d'avoir dans ton effectif quand tu es une sélection comme la Bosnie. Nikola Katic de Schalke 04 qui est monté avec Schalke. Amar Dedic de Benfica, je le mets en taulier alors que c'est qu'en 2002, mais évidemment c'est l'un de leurs meilleurs joueurs. Amar Dedic, très bonne saison à Benfica sous José Mourinho. Rien à redire. Et évidemment le taulier par excellence, c'est Edin Dzeko. Quel joueur. L'un des joueurs les plus sous-cotés, moi je vous dis, du 21e siècle, Edin Dzeko. Il est toujours là. Où qu'il aille, il est pertinent. Où qu'il aille, il plante. Où qu'il aille, il est fort. Si Schalke 04 monte cette année, il est pas pour rien. C'est... Ça sert à rien d'être élogieux plus que ça sur Edin Dzeko. Juste, c'est là. J'aurais pu le mettre en joueur clé. J'aurais peut-être dû même le mettre en joueur clé parce que mine de rien, il qualifie la sélection. En plus, c'est ça qui est fou. C'est lui qui va égaliser contre les Pays de Galles. Voilà. 11 matchs en 2 Bundesliga, 6 buts, 3 passes D. 11 matchs, 9 contributions offensives. Elle a joué la Conference League. Il était où avant d'être avec... Il était pas à Beşiktaş ou que... Ah non, il était à la Fiorentina. Okay. Il était à la Fiorentina. Ouais. Edin Dzeko... taulier de ouf. Grand monsieur. Et grand monsieur dans tous les sens du terme. 1m93. Et ouais, c'est l'un des seuls joueurs qui est né en Yougoslavie, quoi, dans l'effectif. C'est en 1986. C'est l'un des seuls joueurs qui est né en Yougoslavie. Oh, peut-être que j'exagère, parce que la Yougoslavie, l'éclatement est pas si vieux que ça. Mais franchement, grand taulier. Et en plus de lui, il y a Tabakovic de Mönchengladbach et Demirovic de Stuttgart. Demirovic qui est sur une saison assez folle à Stuttgart. L'un des meilleurs buteurs d'Allemagne. Tac. Voilà, 12 buts. 12 buts, 4 passes D. En faisant la moitié des minutes. C'est pas mal. Non, Demirovic, l'un des meilleurs avançants de Bundes depuis 2-3 saisons. Stuttgart, très très bon club ces dernières années. Rien à dire dessus. Tabakovic, pareil, c'est lui qui les qualifie en égalisant face à l'Italie. Pareil, grand attaquant. Ils ont 3 options d'avançante là avec ces 2 mecs là. Dzeko, Tabakovic, Demirovic, qui sont très intéressantes. Et derrière, ils ont été prendre Bajdar de Jagiellonia et Lukic de l'Universitatea Cluj. Donc on est vraiment sur des clubs seconde zone là pour le coup. Mais alors,
Je crois que c'est pas si inintéressant que ça. J'avais vu Samen Bajdar. Hop. Euh, Tac, tac, tac. Qui, mine de rien, sur une saison, ouais, on va dire correct. Mais bon, globalement, ces mecs-là, ils vont pas venir pour jouer, je pense. Hein. Quand t'as trois mecs là devant comme ça, Demirovic, Tabakovic, Dzeko, je pense qu'il va falloir que ces gars-là se lèvent tôt pour aller gratter du temps de jeu. Donc déjà, en termes de taulier, très très bonne, très très intéressant. Et surtout, on a des jeunes. On a des jeunes qui sont tellement bons que j'ai même mis un jeune en joueur clé, c'est Muharemovic. Tariq Muharemovic, allez voir des highlights, c'est un défenseur, mais c'est rare de voir des highlights de défenseurs aussi satisfaisants que Muharemovic, qui a fait une excellente saison à Sassuolo. Encore une fois, c'est un peu l'histoire du groupe Sassuolo, puisqu'on avait parlé d'Ismaël Koné. Il y a 2 joueurs clés de Sassuolo dans ce groupe-là. Très très bon défenseur de Serie A, très très grosse saison, coté à 20 millions d'euros, un défenseur très très prometteur, nouvelle génération, tout ça, à surveiller. Joueur clé parce que excellentissime lors des barrages de qualification. Et forcément, il faut un bon défenseur. Et ce mec-là, il pourrait atterrir dans un très gros club cet été s'il fait une belle Coupe du Monde. Et on a également des... Alors déjà, il y a aussi Nidal Celic de Lens. Alors je pense pas qu'il aura du temps de jeu. C'était pas si évident que ça à Lens cette saison. Peut-être même qu'il pourrait être prêté ou vendu cet été. Mais bon, ça reste intéressant. C'est un 2006, il est très jeune. Il a été sélectionné, je pense pas qu'il aura du temps de jeu, voilà, mais c'est quand même cool. C'est quand même cool qu'il y ait aussi cette jeune génération là qui arrive en défense pour la Bosnie. Bon, on a surtout 2 ailiers, Bayraktarovic Esmir du PSV Eindhoven 2005 et Kerim Alaibegovic que j'ai mis en joueur à suivre du RB Salzbourg. Et pareil, je vais pas vous dire grand chose d'autre que aller voir des highlights de ces 2 joueurs. Les 2 c'est des monstres. Les 2 leurs highlights. Alaibegovic, je vais juste vous montrer ses stats à Salzbourg, qui fait pas une très bonne saison. Salzbourg qui finit 3ème, voilà. 2 buts en Europa League, 2 buts en Coupe d'Autriche, 9 buts en Bundesliga autrichienne. Et tout ça pour un 2007. 21 septembre 2007, il a 18 ans. Il a 18 ans, il est déjà à une quinzaine de buts cette saison à Salzbourg. Donc lui, autant vous dire qu'il va être surveillé pendant ce mondial, et je vous conseille de le surveiller. Parce qu'il est très très intéressant, très percutant, très très percutant. Et Bajraktarevic, il a exactement les mêmes qualités. Très percutant aussi, juste il est un peu moins jeune, même si 2005 ça reste très 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 jeune. Est-ce que je vais réussir à le mettre du premier coup? Oui, j'ai réussi. Et aussi, il n'est pas titulaire au PSV. Mais en même temps, c'est le PSV, c'est pas Salzbourg, c'est un peu plus dur d'être titulaire au PSV. Et j'ai aussi envie de dire, c'est presque un peu de la triche, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de contexte plus facile pour un ailier que joueur du PSV Eindhoven. Parce que le reste du championnat de l'Eredivisie, les défenses, c'est une blague. On parle beaucoup des défenses de Bundesliga qui sont faibles, mais l'Eredivisie, franchement, c'est catastrophique. Et puis le PSV Eindhoven, c'est très très solide, c'est très dominateur. Mais ces 2 gars-là, globalement, à surveiller, 2 ailiers qui sont très très percutants, très très jeunes, et qui peuvent être l'histoire du mondial pour la Bosnie. J'ai mis qu'ils avaient un groupe accessible, et ça c'est vrai aussi. En Pro 4, ils auraient pu tomber sur quelque chose de beaucoup beaucoup plus dur. Finalement, ils ont le Qatar, le Canada, qui je pense sont un peu plus faibles qu'eux. Et ils ont la Suisse, avec qui, sur un match, ils peuvent honnêtement être au coude à coude. Donc ils sont tombés sur un groupe très très accessible, ils ont eu beaucoup de chance. Manque de profondeur au milieu de terrain en point faible, ça c'est un truc marrant. La Bosnie au milieu de terrain, c'est qu'ils ont tous les championnats possibles.
du Championship, du championnat chypriote, D2 allemande, championnat tchèque, championnat suisse, championnat kazakh, championnat turc, championnat danois. Ils ont tous les championnats possibles qui sont représentés dans leur milieu de terrain. Et globalement, c'est pas une très grande profondeur, c'est pas des très grandes équipes. Ouais, quand même Victoria Plzen, Tahirovic de Brøndby, qui est assez intéressant, mais Brøndby c'est pas foufou. Hull City quand même. Amira Djalmetic qui est monté en première ligue avec Hull City, donc ça fait plaisir quand même au milieu de terrain. Mais le reste, c'est pas fameux. Voilà. Profondeur de banc, milieu de terrain qui est pas incroyable, qui fait qu'il y a un plafond. Voilà, j'aurais beau les hyper, ces équipes-là, autant que je veux, je pourrais jamais dire que ce sont des équipes qui vont gagner la Coupe du Monde. Et ne voyage pas très bien. Bah ça, c'est juste un petit red flag que j'ai eu. C'est ce match-là. 2-2 en Chypre. Sachant que c'était un match extrêmement important pour les qualifications. Attention. Et puis bah on voyage. T'es en plus dans le groupe d'un des pays hôtes. Donc attention, peut-être que moi, là où je les vois légèrement au-dessus du Canada, peut-être que le Canada va quand même avoir l'avantage sur eux pour cette raison-là. Et peu d'expérience, évidemment, Coupe du Monde. On est sur des joueurs très jeunes. À part Dzeko, je crois que personne n'était là en 2014. Ouais, je pense pas. Hein. Est-ce que Kolasinac y était en 2014 ? Ouais, je suis pas sûr. Hein. C'est possible. Peut-être qu'il était très jeune à l'époque. Mais bon, peu d'expérience. Ne voyage pas très bien, manque de profondeur. Mais par contre, très bonne génération, très bon momentum et très bon groupe. Et donc on va passer au Power Ranking. Et donc voilà, on fait évoluer notre petit Power Ranking. On avait le Mexique, l'Afrique du Sud, la République tchèque, la Corée du Sud. Et donc vous pouvez voir que là, il est beaucoup plus dispatché, ce groupe-là. Tout simplement parce que peut-être que je surcote énormément la Suisse. Mais j'assume, je les mets 11e. Et je pense qu'on se doit d'être exigeant avec cette équipe de Suisse. Il faut step up. Ils ont montré à l'Euro qu'ils sont capables de rivaliser avec les grosses équipes. Maintenant, il faut le faire sur la durée et il faut le faire sur une Coupe du Monde. Donc je les mets 11e parce que pour moi, ils ont très belle équipe. Ils pratiquent un jeu. Ils ont un projet de jeu, on va dire, qui est très avancé par rapport à beaucoup de sélections. Ils ont un groupe très facile. À partir de ce moment-là, il n'y a pas d'excuse. Tu te dois d'essayer de taper les quarts de finale. Je sais que ça peut être exigeant pour la Suisse, sachant que les quarts de finale, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont y aller, il n'y en a que 8. Mais pour moi, ça doit être l'objectif de la Suisse. J'ai mis la Bosnie juste devant la République tchèque. Qui, je trouve, a une très belle génération. Qui, pareil, a un bon momentum. Je les mets donc légèrement au-dessus du Canada. Vous voyez, là, du coup, c'est très serré. On a 4 équipes qui ont quasiment le même niveau. Je les mets au-dessus du Canada parce que pour moi, le Canada, joueur assez faible, pas très convaincant, même sur le continent nord-américain. Donc, pour moi, ça reste quand même une équipe qui a ses limites, le Canada. D'ailleurs, le Canada, j'ai pas parlé de leur bonne Copa América. Ils ont fait demi-finale de Copa América, mais j'en ai pas parlé parce que c'était un parcours assez facile qu'ils ont eu. Copa América 2024. Donc peut-être que j'aurais pu l'utiliser pour nuancer. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour nuancer, voilà. Ils sortent le Venezuela au tir au but en quart de finale. C'est pas non plus l'exploit du siècle. Et ils sortent de ce groupe Chili-Pérou. Voilà. Quand on connaît l'état actuel du Chili et du Pérou, c'est pas non plus une performance de foufou. Mais ça a le mérite quand même d'être une demi-finale de Copa América pour le Canada. Je pense que ça leur fait du bien. Mais malgré tout, pour moi, il manque un peu de performance réellement. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis référence. Voilà. Et le Qatar, 47e sur 48. Pour moi, c'est l'avant-dernière sélection la plus faible. Pour moi, sur ce qu'ils ont montré depuis 2 ans, depuis cette belle Coupe d'Asie, ce qu'ils montrent pour moi, ça va que vers la pente descendante.
et ils arrivent l'une des équipes les plus faibles du tournoi. Est-ce que vous avez la 48e? Elle n'est pas très dure à deviner, la 48e, mais en tout cas pour moi la 47e c'est le Qatar. Peut-être que vous auriez pas mis le Qatar si vous suivez pas trop le foot international, parce que le Qatar ça reste une équipe qu'on a vue à la Coupe du Monde, alors qu'il y a d'autres équipes qui sonnent un peu plus exotiques qui vont participer à la Coupe du Monde, mais je peux vous assurer que ces équipes-là sont bien meilleures que le Qatar. En tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant. Donc voilà, c'est mon power ranking Suisse, Bosnie, Canada, Qatar. Maintenant, est-ce que ça va être le classement que je vois? Je sais pas. Parce que Canada et Bosnie, pour moi, c'est vraiment 50-50. La Suisse se doit d'être première, mais en réalité, je reste ouvert à l'idée qu'ils contre-performent. Et il pourrait se faire avoir par la Bosnie, il pourrait se faire avoir par le Canada, c'est possible. C'est possible. Mais pour moi, ils doivent être là. Pour moi, c'est la place de la Suisse, c'est ce que la Suisse se doit de viser. Et Bosnie-Canada, c'est 50-50. Qatar, je les vois difficilement faire mieux que dernier. Mais qui sait, peut-être que j'aurai une surprise aussi, on verra bien. Et donc, ah oui, pardon, ma batterie est en train de... De toute façon, on a bientôt fini. Et donc, il y a, voilà, dernière chose intéressante que je voulais noter. Bosnie, République tchèque, je les ai tous les deux prédits deuxième. Et s'ils finissent tous les deux deuxième, ils vont se rencontrer en 16e de finale. Donc on aurait une 16e de finale Bosnie-République tchèque, j'avoue que c'est pas le truc le plus hypant. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est deux sélections qui se sont qualifiées en faisant 2 séances de tir au but. Donc peut-être, si jamais il y a ce 8e là, si jamais il y a ce 16e là, voilà, les paris sportifs c'est pas bien tout ça, mais peut-être il y a une petite pièce à mettre sur le match nul. Je dis ça, je dis rien. On verra bien. En tout cas, voilà, c'est ce groupe B que finalement j'avais beaucoup de choses à dire dessus. Alors c'était un peu poussif pour le Canada, hein. Je suis désolé, c'était un peu poussif la présentation d'effectifs. J'espère que c'était un peu plus intéressant une fois que je suis passé sur les autres sélections. On va essayer de s'améliorer continuellement au fur et à mesure de la série si on arrive à arriver au bout. Et on a un groupe très intéressant qui arrive par la suite. C'est le groupe C, le Brésil, le Maroc. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.